Merci beaucoup. Simplement quelques mots que m'inspire cette journée pour vous donner en réalité les balises, les perspectives au titre de l'unité mixte de recherche-ressources que ce colloque m'inspire. D'abord saluer que cette rencontre comptera parmi les premières rencontres de la jeune unité de recherche ressources, unité mixte de recherche, car elle est habilitée depuis le 1er janvier 2021. Toutefois, cette unité de recherche mixte ressources n'est pas sans histoire. Rappelez d'abord que c'est 15 ans de travail, de structuration, qui se sont échafaudés au fur et à mesure et qui permettent de développer une culture de la recherche au sein de l'École nationale supérieure d'architecture. Je voudrais saluer les travaux, en particulier sur les petites villes, menés par le professeur Stéphane Bonzani sur les territoires et c'est possible, relatant en particulier la question du territoire de Corrèze et celui du Puy-de-Dôme. Les travaux du réseau rural Projet Spatial, seul en partage, mené sous la co-responsabilité scientifique récemment, notamment de David Robin, et encore l'enquête sociologique de la maître de conférence Catherine Gauthier sur la place structurante des kebabs dans les petites et moyennes villes. Autant d'aspects, autant de territoires qui sont examinés dans le cadre de l'UMR Ressources. L'UMR Ressources, c'est désormais une quarantaine de chercheurs, de doctorants, mobilisés au service des acteurs du territoire. N'oublions pas aussi de mentionner que l'UMR s'est engagée plus récemment dans l'élaboration de thèses de doctorat sur les petites villes qui viendront alimenter une plus forte connaissance associée au rôle des concepteurs dans les territoires. Mentionner que nous prenons aussi notre part dans le cadre de la valorisation et nous portons aussi un certain nombre d'ateliers pédagogiques. Je pense bien sûr à celui qui vous a été exposé précédemment sur Tiers 2025-2030, porté par Nicolas Detry, ou encore à la précédente rencontre portée avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires, cher Jean-Louis, que tu as porté, intitulé « L'architecture, l'urbanisme et le paysage pour la revitalisation des centres-villes, des petites et moyennes villes », démontrant aussi d'un engagement profond, durable de cette UMR pour et à travers les petites villes. Démontrant aussi un compagnonnage important avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Ressources, c'est désormais, sur le territoire du Massif central, 3 choses. D'abord, une unité de recherche dédiée aux petites et moyennes villes. Je crois que c'est important de le rappeler, c'est l'ADN de son deuxième axe de recherche. Deuxièmement, c'est une unité de recherche qui brasse et qui propose un dialogue fertile, et je crois que la rencontre d'aujourd'hui en est un des témoins, entre chercheurs, praticiens, élus, techniciens. Une unité de recherche, enfin, et c'est le 3e point, qui ausculte les politiques publiques, les porte à l'examen, à travers des programmes de recherche-action, des modalités d'une recherche embarquée directement dans les collectivités, en lien et en prise avec les acteurs publics. L'ADN de cette unité est désormais ancré, il est installé, celui des petites villes, des moyennes villes, et la rencontre d'aujourd'hui en témoigne. Je voudrais vous remercier toutes et tous pour l'organisation de cette journée. Alors, maintenant, que retenir sur le plan scientifique de cette rencontre ? Ce colloque, c'était a priori une question simple. C'était finalement quel récit, quels outillages, quels architectes, et au fond, quelle architecture pour les petites villes et les territoires ruraux. À l'heure des premières conclusions et de la conclusion de cette journée, je voudrais réaffirmer plusieurs engagements. Premièrement, réaffirmer que les architectes, on l'a vu, et que l'architecture n'est pas l'apanage des grandes villes. L'architecture est présente dans tous les territoires. Les différentes situations examinées à l'occasion de cette journée nous montrent qu'il n'y a pas une réponse univoque. Fort heureusement, on voit qu'il se développe des récits qui se construisent différents en fonction d'une différenciation territoriale, en fonction des regards portés par ces architectes, ces concepteurs sur les différents lieux. On pense bien sûr à Épinal et son lit majeur. On pense au plan guide du Rouget dans le Cantal. On pense à Pirou dans la Manche, à la Valette du Rhône et son territoire du Cognac qu'on vient d'évoquer. La seconde idée que je voudrais porter, c'est que clairement, il y a une invention d'un projet de territoire, à mon sens, qui se dessine en filigrane dans l'ensemble de nos échanges aujourd'hui. Et pour reprendre les termes de la députée Sandra Marceau, un projet politique aussi de territoire qui doit pouvoir lui être corrélé et mis en dialogue.
aux côtés du projet urbain, aux côtés du projet de l'espace public, aux côtés du projet d'architecture, on voit apparaître ce projet de territoire qui se développe. Il nous faut l'enseigner dans une école d'architecture, il nous faut le théoriser, il nous faut l'examiner dans le cadre d'une unité de recherche comme ressource. On lui trouvera bien des fondamentaux et des étapes de préfiguration. Les territorialistes italiens, on l'a rappelé hier à travers la figure tutélaire de Alberto Maniaghi, ou les territorialistes américains. Mais on embrasse à travers ce projet du territoire tout à la fois cette nouvelle échelle la géographie, mais aussi celui très ponctuel de l'édifice. Il nous faut par conséquent, quand on interroge la question du projet de territoire, et c'est l'interpellation qui a été marquante aujourd'hui, sortir de la maquette, dépasser le plan, embrasser la géographie, engager un dialogue sur la question des flux, du réseau hydrographique, comme le reprend, et à l'invitation de Frédéric Bonnet, comme il nous l'a prononcé si bien à l'occasion de sa conférence introductive. C'est aussi, on l'a vu à travers la conférence et la table ronde de cet après-midi, inventer, innover dans les outils, que ce soit le plan guide, le schéma directeur, être co-auteur, pour reprendre la formule de Simon Tessou. C'est aussi un village, un architecte, pour reprendre l'interpellation de Bernard Quirault. Troisième idée que je voudrais développer, en synthèse finalement de cette journée, c'est de dire arrêtons le clivage entre les petites villes et la question des espaces métropolitains. Constituons la question des solidarités territoriales. Les villes petites et moyennes, elles jouent un rôle majeur et structurant à l'échelle du territoire français. Ils jouent un rôle de centralité, on le sait. Les concepteurs, dans ce contexte-là, de la structuration de ces territoires, ont toute leur place par une approche spatiale et le décryptage qu'ils peuvent en faire. Ils peuvent apporter un décryptage sur l'analyse des systèmes territoriaux. La France, elle se distingue par un nombre élevé de villes petites et moyennes qui ont une spécificité, c'est d'être isolées. C'est-à-dire situées à plus de 50 km d'une ville, à plus de 100 000 habitants. Elles jouent un rôle important dans la structuration de notre territoire. On se souviendra tous du plan Fraissinet sur ce point. Mais ces villes, on voit qu'elles ont différents cas étudiés. Elles répondent à des logiques totalement différentes. Les villes moyennes et petites se comprennent en fonction de dynamiques régionales. Je voudrais citer quelques éléments cardinaux qui sont émergés et qui ont été débattus. Un territoire peut être en déclin industriel. Les petites villes et les moyennes villes perdent alors des habitants, presque toujours situés dans des régions marquées en déclin économique. Corrélation évidente. Et d'autant plus marquée depuis 1970. Ces régions sont touchées par la monoactivité industrielle la plupart du temps. On l'a vu dans l'exemple qui ont trait au Nord et au Nord-Pas-de-Calais, on l'a vu dans l'exemple consacré à la Lorraine, on le voit aussi, bien sûr, et dans le Massif central n'y échappe pas. À l'inverse, on voit aussi que certaines petites villes sont marquées par un relatif dynamisme et des régions sont plus dynamiques que d'autres. Et l'exemple de Frédéric Bonnet hier nous le démontre très bien. La relation, par exemple, transfrontalière, qui joue un rôle particulier. Souvenons-nous de l'exemple de la région genevoise sur ce point. Là, on l'a vu aussi à travers l'exemple de Pirou, Port-Bail, qui a été développé par Clément Bollinger aujourd'hui, à travers l'apport du bénéfice littoral sur la petite ville. Il est important de souligner aussi le rôle que peuvent jouer la proximité des grandes villes. Pérignat, Billon, il apparaît très nettement en France, et d'ailleurs on peut le souligner également en Allemagne, que ce sont les petites villes et moyennes villes situées près des grandes villes qui gagnent des habitants depuis 1980. Autrement dit, la croissance des villes, des petites villes et moyennes villes semble s'expliquer bien souvent par un phénomène d'inclusion dans des systèmes métropolitains dont elles deviennent le plus fort souvent des composantes importantes. On le voit par le biais des navetteurs quotidiens, mais aussi des relations entre firmes, des déplacements de territoires, entre territoires, notamment pour la question du loisir, le retour et le recours aux services, la crise de la Covid-19 qui pose un débat sur la question de l'exode urbain et aussi la relation entre la bi- et tri-résidentialité.
N'oublions pas que les petites et moyennes villes et les métropoles entretiennent bien évidemment des relations, des dialogues qui sont à constituer, et que certains effets peuvent être bénéfiques dès lors qu'ils sont, par exemple, sur des effets de débordement, de par leur proximité avec le pôle métropolitain, et qui permettent de caractériser d'abord une économie présentielle et qui nous permettront de construire aussi des solidarités territoriales. Vous l'avez rappelé, de nombreux élus à l'échelle de ce territoire. C'est dans le même temps, finalement, un contexte de différenciation territoriale qui nous oblige à des réponses dans le monde de l'architecture différenciées. Il n'y a pas les concepteurs avec un modus operandi qui serait univoque pour les petites villes. On l'a montré ce jour à travers des exemples très différents. L'exemple du Rouget avec sa gestion différenciée des espaces verts, à Pirou avec l'urbanisme minimal, à Plauzat avec la question de la sobriété, la frugalité, l'économie, qui démontrent véritablement de démarches singulières portées par l'ensemble des concepteurs. Il nous faut dans le même temps reconnaître que s'il y a des approches sur la conception qui sont portées, il est important qu'on puisse étayer une réflexion sur le plan théorique sur ce point, une pensée des territoires. Premier élément, c'est celui de se dire qu'il peut être important de constituer une réflexion sur le rôle du temps long et l'acceptation des projets. Simon Tessou nous l'a évoqué, la pensée de la soustraction, qui sont des éléments de théorie extrêmement importants dans ce contexte-là et sur lequel il faut qu'on puisse éclairer et produire des connaissances. Celui de se dire que c'est proposer davantage de vues, travailler sur la question des aménités environnementales, un jardin, un urbanisme, finalement des pleins et des vides, un vide étant aussi un plein biologique, pour reprendre cette formule très célèbre de Gilles Clément. Ce sont aussi des constructions de récits de territoire qu'il est important d'avoir. À mon sens, de nos réflexions de la journée, il ressort néanmoins deux points d'ombre forts. Le premier, c'est celui de la pensée liée à l'habitat, à la question du logement des Français individuels, qui demeure en réalité un marronnier, mais qui demeure véritablement insuffisamment exploré dans le champ des petites et des moyennes villes aujourd'hui et dans le champ particulier de la conception. Et le rôle des architectes est pourtant premier dans ce contexte. L'enquête qui a été menée dans le cadre d'Habiter la France de demain, portée par la ministre Emmanuelle Wargon, démontre très précisément que 80% des répondants à l'enquête, notamment sur le rôle de l'habitat individuel, étaient le choix des Français. C'est une magnifique opportunité pour réinterroger les types bâtis, la qualité de la densité et de la qualité architecturale. Un sujet qui, à mon sens, doit être pris par les concepteurs, qui aujourd'hui peut devenir véritablement tout à la fois une question pédagogique et une question de recherche extrêmement intéressante à observer. C'est aussi penser une intensité d'usage dans nos villes. Et on l'a vu à travers certaines initiatives aujourd'hui très clairement posées, à travers notamment l'exemple de Carton Plein. C'est aussi penser la relation entre les élus et les habitants et enfin les concepteurs sur ce point. Premier point d'ombre que je voyais à travers nos échanges. Le second, c'est celui du nouveau rôle que nous devons jouer face à la crise écologique. Christine Lecomte nous a porté un discours extrêmement optimiste sur ce point. L'important est bien sûr de pouvoir prendre en considération l'importance de la sobriété foncière, qui est aujourd'hui et demeurée dans le cadre de nos débats exclusivement restée sous l'angle de la préservation des territoires agricoles et qui, bien évidemment, peut aller bien au-delà et face à la crise majeure d'adaptation de nos territoires face au changement climatique, doit pouvoir être mise à l'agenda de nos réflexions, à la fois dans le champ de la conception, dans le champ pédagogique et dans le champ de la recherche. Je voudrais terminer, enfin, car on l'a vu, les petites villes constituent, à mon sens, un véritable laboratoire, des supports de la pensée de la conception de demain. Les démarches auscultées ce jour doivent faire émerger, en réalité, et font émerger très clairement, un certain nombre de dispositifs. Ils font émerger des outils potentiellement généralisables pour les petites et moyennes villes, mais aussi, qui sait, peut-être, demain, pour les espaces métropolitains.
C'est véritablement une inversion des démarches, et je en ferai véritablement et fondamentalement l'hypothèse aujourd'hui de se dire que nos territoires peuvent se penser différemment par les petites villes, au profit aussi des espaces demain de d'autres territoires, et en particulier ceux métropolitains. C'est aussi, on l'a vu, mettre l'accent sur la réhabilitation du bâti, reparler, prendre soin du déjà là, pour reprendre une expression qui a été reprise à plusieurs reprises, y compris par la présidente Christine Lecomte, qui cite qu'il est important de réparer le déjà là. Le déclin des petites villes n'est en réalité pas du tout une fatalité. Il est désormais une invitation à repenser les projets par l'émergence de nouveaux modes de faire. C'est concrètement penser la croissance ne peut pas être l'unique objectif qui serait un objectif hégémonique. Il nous faut donc penser moins de dépendance aux impératifs du marché, être plus soucieux au bien-être des habitants, et on l'a vu à travers le tiers-lieu de Pérignat, Billon, autour de ce projet qui était décrypté cet après-midi. L'enjeu d'abord est celui de répondre aux besoins du quotidien des habitants, ceux qui sont là, d'accéder aux services, d'accéder à la maison de santé, proposer des lieux pour se retrouver, une maison des associations, autant de terrains de jeu qui sont extrêmement utiles, importants pour les concepteurs. C'est aussi proposer parfois, on l'a vu aujourd'hui, et je trouve que c'est manifeste, moins d'exigences de rentabilité de nos projets. C'est renforcer une dimension fédératrice pour adapter le projet aux attentes et aux besoins des acteurs locaux. C'est enfin penser les liens avec le monde économique, ça nous a été rappelé par la députée Sandra Marceau, rappeler également qu'il est important de construire un dialogue avec les acteurs privés qui sont bien souvent un rôle premier et fédérateur de maîtres d'ouvrage dans nos territoires et qui sont les moteurs de l'aménagement des territoires, les aménageurs aussi en partie de demain. On l'a vu sur Murol, monsieur le maire, vous nous l'avez bien mentionné. Je terminerai par ces éléments, c'est enfin reprendre, et à mon sens extrêmement important, cette vision qui est posée par Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal d'une humilité intelligente associée à nos territoires. Car les projets que vous avez explorés, que nous avons explorés au cours de cette journée, la prise en compte de ces enjeux associés aux petites et moyennes villes constitue potentiellement, à mon sens, un élargissement fantastique du terrain de jeu des architectes, des concepteurs plus globalement. Nous poursuivrons cette observation au sein de l'UMR Ressources, nous le poursuivrons au sein de l'École nationale supérieure d'architecture. C'était ces quelques convictions que je voulais vous partager aujourd'hui et je vous remercie infiniment et cède la parole à Monsieur le Préfet pour la conclusion de cette journée. Bien, bonsoir à tous. Je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser le préfet qui est retenu par, comme vous l'avez peut-être j'ai Covid qui vont malheureusement nous tomber dessus. Rassurez-vous aussi, puisque je vois que mon arrivée fait fuir quelques-uns d'entre vous, je vais être court. C'est toujours l'avantage d'être le représentant du préfet et donc de parler en dernier. J'en profite pour saluer les élus qui sont dans la salle et aussi remercier la direction de l'école et notamment son directeur pour cette journée d'études, ces 2 journées d'ailleurs d'études, pour l'État, puisque je vais parler au nom du représentant de l'État et donc du préfet de département qui, vous le savez, est le délégué de l'ANCT, dont vous avez beaucoup parlé ces 2 derniers jours, j'imagine. Il y avait 2 messages importants que je voulais vous faire passer. Le premier, c'est oui, la méthode dans la conception des projets de territoire, dans son approche, vous l'avez encore vu avec vos propos conclusifs, a profondément évolué. Et cette évolution, ça constitue un défi pour l'État dans la façon de voir les projets. Et ça constitue un défi particulièrement pour l'autorité préfectorale dans son rapport aux élus, mais aussi aux habitants, aux usagers, aux architectes que vous serez, aux concepteurs. Et donc là-dessus, je crois que
il vous a été rappelé à quel point ce département et plus généralement cette région, je pense que le commissaire de Massif a dû présenter aussi quelques éléments durant ces 2 journées, ce département, ce territoire a été en pointe sur un certain nombre d'évolutions dans cette approche, parce que pour un département comme le Puy-de-Dôme, évidemment, les petites et moyennes villes, les centres-bourgs, c'est une priorité, et non seulement une priorité, c'est ce qui dessine en fait l'avenir du territoire, qui ne peut se résoudre à son centre urbain principal, qui est bien sûr la métropole de Clermont-Ferrand. Et donc je crois que en reprenant le temps d'évoquer, d'étudier les projets qui ont été menés sur ces territoires depuis 2010, les programmes comme les centres-bourgs qui ont été lancés en 2014, puis les programmes plus récents que vous avez dû évoquer, Petite Ville de demain notamment, c'est un bon moyen de se rappeler à quel point, je pense, en tout cas j'en suis convaincu, l'État a fait un virage d'un certain nombre de degrés, je ne dirais pas 180, mais enfin, il faut être honnête avec soi-même, un virage assez conséquent par rapport à sa conception et son approche du territoire, et de passer, n'ayons pas peur des mots, d'une approche bottom-up. Et je pense que c'est quelque chose pour vous, une opportunité à saisir, vous concepteurs, vous acteurs, et puis pour, de manière générale, la durabilité des projets portés, je pense effectivement une excellente chose. L'ingénierie territoriale, alors pour d'aucuns ça devient un mot valise, mais pensons que c'est une vraie ressource. Là-dessus, je voulais aussi insister auprès de vous pour vous signaler que l'État, je pense que ça a été dit, mais je voulais insister là-dessus, reconnaît désormais pleinement cette importance de l'ingénierie territoriale. Et j'en veux pour preuve un exemple. Dans les programmes qui ont été développés, désormais, pour prendre l'exemple de Petite Ville de demain, l'État finance par exemple des chefs de projet désormais auprès des collectivités pour justement coordonner cette ingénierie territoriale et mettre autour de la table toutes les ressources disponibles. Et ces ressources, elles sont là auprès des experts, elles sont aussi là auprès des habitants de ces territoires, auprès des élus, naturellement, qui connaissent bien ces territoires. Et cette ingénierie et cette approche partenariale, je pense, est désormais au cœur de tous les projets portés par l'État, et qu'il soutient activement ou pas. Vous avez sans doute à parler Action Cœur de Ville. Alors je ne sais pas si elle est là, mais j'ai cru comprendre qu'une de vos étudiantes avait d'ailleurs reçu une mention pour son projet sur comment dirais-je, ses travaux de fin d'études sur le centre historique de Riom. Donc j'en profite pour la féliciter, Madame Roche, au nom de l'État. En tout état de cause, voilà, cette construction, elle est importante. Elle est d'autant plus importante que pour vous, et je pense que c'est important, il faut vous mettre aussi dans la peau du représentant de l'État. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est, que je qualifierais de compliquée parce que paradoxale. Nos concitoyens veulent beaucoup de choses sans forcément être très tolérants sur les contreparties nécessaires et les nuisances que peuvent éventuellement engendrer certains aménagements. Not in my backyard, les NIMBY, c'est un sujet important pour vous parce que pour le décideur, et il y en a dans cette salle, mais aussi pour les concepteurs, c'est un sujet qu'il convient à mon avis d'avoir en tête. Vous aurez toujours, désormais dans une communauté, une difficulté à fédérer des gens autour d'un projet de territoire. A fortiori, compte tenu de la judiciarisation de la société, et pour ceux qui portent des projets dans cette salle, ils le savent très bien. Je vous prends un exemple qui est un peu plus loin, un peu éloigné de ce que vous avez traité aujourd'hui, mais je veux quand même que vous l'ayez en tête. Par exemple, construire une éolienne, à tous les coups, c'est sûr, vous finirez au tribunal. Que vous vous opposiez ou au contraire que vous portiez ce projet, c'est pareil pour les aménagements de territoire. Il y a une forme d'intolérance. Et cette forme d'intolérance, il n'y a qu'une seule réponse possible. C'est la volonté politique et le portage. Fédérer autour d'un projet les acteurs, les habitants, l'État, les élus, et là-dessus, les experts. Et je pense que c'est cette approche, cette fédération autour d'un projet de territoire, et là, j'emploie pas un mot valise, les mots à la mode, projet de territoire, etc. C'est vraiment une approche particulière qu'il faut avoir. C'est, à mon avis, le défi majeur pour vous
pour les 20 ou 30 prochaines années à venir. Si on veut vraiment réhabiter les petites et centres-villes, si on veut vraiment les accompagner dans leur transition écologique qui sera nécessaire, si on veut vraiment valoriser certains de leur patrimoine, vous avez vu les tiers-lieux ne font pas l'unanimité, vous avez sans doute parlé d'autres sujets qui ont pu être évoqués, Action Cœur de Ville, etc. Il faut impérativement penser que face à vous, il sera difficile de créer un consensus si dès le départ, vous n'associez pas tout le monde. Et là-dessus, comment dirais-je, en tant que représentant de l'État, c'est vraiment notre défi principal, accompagner, fédérer, parce que ce n'est qu'à ce prix et en réalité qu'à cette condition qu'on arrivera à revitaliser les centres-bourgs, qu'on arrivera avec des dépenses qui sont contraintes. Il faut être clair, hein. On est dans une époque fantastique où effectivement beaucoup d'argent a été mis sur la table. Les années à venir sont sans doute plus contraintes dans la disponibilité budgétaire. Là-dessus, nécessairement, il faudra faire des choix. Les choix créeront des réticences, des oppositions. Et là-dessus, ayez en tête, plus vous y prenez en avant, plus vous construisez avec les élus, plus le partenariat est fort, plus ensemble, et l'État là-dessus est un accompagnateur désormais. Il n'est plus le décideur. Bien sûr, il y a le contrôle de l'égalité, etc. Mais il n'est qu'une force en présence aux côtés des élus locaux, aux côtés des collectifs, aux côtés des concepteurs, pour vous accompagner dans ce changement. Et simplement pour vous dire, in fine, puisque j'imagine que certains d'entre vous vont bientôt être diplômés, et donc vous allez bientôt rentrer dans le cœur du sujet, le vif du sujet. Je le disais, on a vécu cette année une extraordinaire année en termes de mobilisation budgétaire, le plan de relance. En termes de, je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'en termes de crédit budgétaire, rien que dans ce département, il y a 1,9 milliard qui ont été débloqués en 18 mois pour faire face à la crise et investir sur l'avenir. Le plan de relance, c'est 350 millions d'euros d'investissement direct. Un tiers, c'est de la transition écologique. Les petites villes de demain, si vous mettez tout à bout, tous les financements, tous les acteurs, toutes les communes, vous avez un nombre conséquent de communes qui désormais sont engagées dans cette voie. Pour vous, ce sont des opportunités. J'espère qu'avec les outils que vous avez pu voir durant ces 2 derniers jours, vous allez vous en saisir. Parce que, et c'était le mot de la fin, pour l'État, on a besoin de vous. On a besoin de vous, on a besoin de vos idées, on a besoin de votre valeur ajoutée dans les projets qui vont naître dans les prochains jours, encore une fois, aux côtés des élus et bien sûr aux côtés des représentants de l'État que vous aurez sans doute à côtoyer durant votre carrière. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous remercie encore de m'avoir invité, monsieur le directeur.